Votre coop IGA Extra de Montmagny et l'espace santé Rachel Berry sont fiers de s'associer à CEMA TV pour la présentation de cette émission d'information. Toujours soucieuse d'être près de sa communauté, votre coopérative d'alimentation s'implique dans le mieux-être de ses 150 employés, à toujours satisfaire davantage ses 6275 sociétaires et à répondre en tout point à leurs besoins. Supportez les organismes de bienfaisance et les entreprises du milieu. Votre magasin coop IGA Extra de Montmagny, c'est tout ça et bien plus. Bonne émission! L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Chez Uniprix Daniel Lachance, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Des pharmaciens toujours disponibles pour assurer la qualité des soins. Les plus grandes marques dans les cosmétiques, un grand choix pour soins corporels, service rapide de livraison. Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny, 5 boulevard Taché-Ouest, 88 248 55 95. CEMA TV est en vacances. Nous sommes le mardi 18 juillet. Vous reconnaîtrez le décor du Parc du Souvenir à Montmagny. Le temps de vous présenter ce qu'on vous proposera aujourd'hui à l'émission. Un retour en compagnie de Reynald Ouellette, le grand accordéoniste, musicien et ex-directeur du Carrefour mondial de l'accordéon, est venu nous rencontrer. Il est maître de tradition vivante. On a donc 15 minutes en sa compagnie à vous proposer ce matin. Aussi, Danielle Henkel est passée, invitée par la Chambre de commerce d'industrie de la MRC de Montmagny. Elle était à Montmagny, justement, ce printemps, pour une conférence signature pour la Chambre de commerce. Plusieurs ont apprécié cette conférence et elle s'est entretenue également avec Michel Momini. Et un peu plus tard, il fait parler de lui, mais pour les bonnes raisons. Lazy Legs, cet artiste, danseur à capacité... on ne peut pas dire qu'il a vraiment des capacités affaiblies, ce gars-là. Il a vraiment une volonté de faire également. Alors, on vous propose un entretien en sa compagnie. Dans quelques instants à l'émission Bonjour Côte-du-Sud en vacances. On va parler mémoire aujourd'hui. J'ai la meilleure personne pour en parler. Reynald Ouellette, bonjour. Salut. Alors maintenant, maître de tradition vivante, maître de la mémoire aussi, je pense. Oui, c'est ça. Bien, ça, c'est un prix qui m'a été décerné par le Conseil québécois du patrimoine vivant. C'est une reconnaissance pour les musiciens. Il y a les musiciens, puis également les conteurs qui sont là-dedans, les métiers d'art traditionnels aussi, pour c'est un prix de reconnaissance d'une carrière. Puis c'est des gens qui ont accumulé de la mémoire, justement, durant toute leur vie, pour pouvoir la transmettre. Oui, c'est important, la transmission dans tout ça aussi. Et on en parlait justement avant d'entrer en ondes. La transmission, ça a été pour vous la transmission, entre autres, du Carrefour mondial de l'accordéon. Vous vous êtes retiré tranquillement. C'est ça, oui. Bien, depuis une année maintenant, j'ai pris une retraite complète là, du Carrefour, et à la fois aussi également de l'école de musique, du musée de l'accordéon. J'étais rendu, je pense que c'était le temps là, dans ma vie de prendre une pause après avoir travaillé pendant plusieurs années consécutives. Puis c'est ça, j'ai transmis mon savoir à Catherine Couillard, qui maintenant dirige le Carrefour mondial de l'accordéon. Puis en plus, il y a notre ami Steve Normandin qui est venu l'appuyer au niveau de la direction artistique. Puis là, Catherine s'est monté une bonne équipe. Fait que ça va bien. C'est ça que c'est rassurant quand tu as travaillé pendant une trentaine d'années dans un organisme, à le faire vivre, le faire s'épanouir, grandir, puis de voir qu'il y a une continuité à ça. C'est ça qui est vraiment valorisant. Pour le prix de maître de tradition vivante, pour ce programme-là, on vous demandait de faire justement, de montrer un exemple de passation de la tradition. Et pour ça, vous avez fait un concert. Déjà, c'était en 2021, je crois. Oui. Et c'est un peu ce que nous suit parce que, bon, j'ai commencé un peu vite, là, mais hier, c'était la première du documentaire sur M. Ouellette, justement. En fonction de ce prix-là, il fallait faire un documentaire, il fallait montrer, faire une preuve de cette passation de tradition vivante. Bon, pour les gens ici, c'était pas compliqué de le savoir, mais il faudrait le montrer au reste du monde aussi, question de vous faire connaître. Et c'est ce concert-là, dans le fond, qui a été mis sur pied, qui a tout lancé, là. Tout à fait. Quand j'ai reçu le prix, il m'avait demandé des suggestions de projets que je voulais faire. Puis une des suggestions que j'avais fait, c'était de présenter un concert d'accordéon, mais avec plusieurs accordéonistes,
pour démontrer également aussi l'aspect de la transmission, de l'apprentissage de l'accordéon. Ça fait que moi, j'ai appris le répertoire de musiciens traditionnels qui ont été généreux envers moi. Et là, je suis en train je le transmets à un de mes élèves qui s'appelle Alexandre Patry, qui joue très, très bien, qui est très bon. Donc, il y a une continuité. Puis, il y a mon ami Sabin Jacques qui habite pas loin d'ici, à Beaumont. Puis lui, il a fait le même processus un peu. Dans sa famille, il y a un oncle qui jouait de l'harmonica, lui, de son côté à lui. Puis il y a son ami Mathieu Baillargeon, maintenant, qui a côtoyé Sabin puis qui a appris des choses avec Sabin. Fait que c'est ça qu'on voulait démontrer, que ce répertoire-là, bien, il vient dans quelque part, puis il va continuer dans le futur. Ça fait qu'on a décidé, là, on s'est rassemblés les 4 avec Rachel Aucoin, la conjointe à Sabin, qui est une pianiste extraordinaire. Donc, on a travaillé ensemble. Mais pendant une année, c'était un beau projet. C'est le fun d'avoir du temps de réaliser des projets aussi, puis d'avoir les moyens aussi, puis tout ça. Puis le Conseil québécois, puis le Carrefour mondial de l'accordéon nous ont donné ces moyens-là. Fait qu'on a pu travailler pendant une année à monter ce concert-là, choisir du répertoire. Puis vraiment, chaque pièce a été sélectionnée en fonction de, c'est quoi la valeur de cette pièce-là dans la musique traditionnelle du Québec d'aujourd'hui. Puis pour pouvoir justement démontrer toute la richesse aussi, les différents styles, différents rythmes de musique. Donc, c'était un beau projet. Puis avec Gilles Pitt, qui était le coordonnateur du projet au début, du Conseil québécois du patrimoine vivant, Gilles me dit, ça serait le fun d'avoir une trace de ça, d'avoir un vidéo. Fait que j'ai dit, c'est une très bonne idée, ça. Fait qu'eux se sont occupés de ce volet-là, de monter une équipe qui nous a suivis pendant notre parcours, pendant les répétitions. On a fait des pré-entrevues. C'est Renaud de Repentigny qui est le réalisateur. À un moment donné, Renaud, je le trouvais tannant parce que il m'a fait une entrevue, je pense, qui a duré 2h30 au téléphone. J'ai fallu que je compte ma vie à l'endroit puis à l'envers. Fait que là, à un moment donné, je trouvais que c'était lourd, mais ça a rapporté parce que Renaud, il a bien ciblé le message qu'on voulait passer dans le documentaire. Donc, il a fait beaucoup de tournages, puis tout le monde a été généreux. Puis à l'autre bout, c'est ça. Il y a eu le petit bébé du documentaire là, qu'on a pu visionner hier soir. Une trentaine de minutes bien intenses. Oui. Tout est là, je pense, quand même. Hein? C'est bien fait. Oui, c'est ça. C'est ça qui m'a surpris parce que Renaud avait tellement pris d'images, il aurait pu avoir plusieurs angles, plusieurs axes pour le documentaire. Puis finalement, il a vraiment été chercher ce que nous autres, on voulait, c'était la transmission du répertoire, puis tout ça. Mais il a fait un gros travail parce qu'il a vu qu'il avait tourné beaucoup d'images. Il a fallu que lui fasse le ménage là-dedans pour aller chercher les bons points, les bonnes images, le bon discours, puis en même temps, qu'il y ait une trame, qu'il y ait un ordre là-dedans. Fait qu'on commence quand j'étais jeune, à aller jusqu'à maintenant. On veut retourner peut-être justement quand vous étiez jeune. Comment ça a débuté, cet amour de l'accordéon? Moi, souvent, c'était un peu comme Obélix. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Moi, à l'âge de 2 ans et demi, mes parents habitaient à Montréal, puis un de mes oncles ici à Montmagny, Pierre Labrec, qui pensionnait chez mes parents. Puis lui, pour se désennuyer, il avait emmené son accordéon. Fait que le soir, il me jouait de l'accordéon à tous les soirs quand il finissait de travailler pour m'endormir. Puis là, ça me restait dans l'oreille. Puis à un moment donné, son accordéon était par terre, puis j'ai pris l'instrument, puis j'ai joué une pièce, mais spontanée comme ça. Puis la pièce, c'était une mélodie, c'était une chanson d'Elvis Presley qui s'appelle « Don't Be Cruel ». Puis moi, je suis né en 1956, fait que c'était en plein dans l'année que c'était un succès à la radio. Donc, probablement, je l'avais entendu à la radio, cette pièce-là, puis là, je l'ai joué à l'accordéon. Fait que tout le monde a resté surpris. Puis là, c'est là que tout a démarré. Mon oncle Armand, qui était le propriétaire de l'accordéon, m'a donné son accordéon en cadeau, puis ainsi de suite. Ça a tout le temps été comme ça. Puis là, moi, quand j'étais plus jeune, je venais... on habitait à Montréal, mais je venais toujours passer mes vacances à Montmagny. Les vacances scolaires. L'été, à partir de Saint-Jean-Baptiste, aller jusqu'à la fête du travail, on était à Montmagny. Les fêtes de Pâques, à Noël, l'Action de grâce. Nous autres, Montmagny, c'était vacances. Fait que c'était synonyme de vacances, puis on venait à Montmagny. Fait que là, j'allais voir mes oncles, puis tout ça, qui avaient des accordéons, puis ils me prêtaient leur accordéon, puis je jouais l'accordéon, puis je les écoutais quand ils en jouaient aussi de l'accordéon. Donc, j'ai été imprégné de ça, puis j'ai baigné là-dedans toute ma jeunesse. Puis par la suite, quand il y a eu des choix au niveau scolaire, on rencontre des orienteurs, puis tout ça, puis c'était vraiment
moi, ma passion, c'était la musique. Fait que là, les orienteurs ont dit, ben, tu peux te diriger en musique. Je pense que tu as l'intérêt vraiment pour ça. Mais au niveau scolaire, l'accordéon diatonique, il n'était pas enseigné. Mais non. Fait que je ne pouvais pas prendre de cours d'accordéon. Donc, je me suis, à un moment donné, en parascolaire à l'école, il y avait un orchestre, un petit orchestre symphonique. J'avais commencé, j'ai joué du trombone dans cet orchestre-là. Puis par la suite, j'ai transféré au violoncelle. Puis je me suis inscrit au Cégep Saint-Laurent en violoncelle. Fait que c'est comme ça que j'ai fait mes études musicales. Fait que j'ai appris le violoncelle. Puis, mais par contre, la passion de l'accordéon m'est toujours restée. Fait que par la suite, ben j'ai eu la chance de rencontrer des grands maîtres de l'accordéon ici au Québec. Là. Premièrement, Marcel Messervier, ici de Montmagny. Oui. Yves Verrette, qui était à Lac-Saint-Charles. Gérard Lajoie. J'ai rencontré plusieurs personnes. Là. Philippe Bruno à Montréal, des personnes marquantes qui, eux, ont été très généreux avec moi. Ils m'ont laissé les écouter de proche puis de les rencontrer. Puis vu que j'avais quand même du talent, ben eux, ils étaient fiers aussi de me montrer ce qu'ils savaient. Donc, c'est comme ça que, de fil en aiguille, j'ai grandi mon répertoire. Puis après ça, ben là, on s'est parti un groupe de musique. C'était dans les années 70, 75, dans ce coin-là. Bon, ben c'était la prise de conscience du peuple québécois, puis on était fiers d'être Québécois. Le retour à la tradition, à la modernité. Oui, c'est ça, effectivement. Ça fait que là, le groupe, on a eu du succès tout de suite. On a été invités. C'est le genre de choses qu'on ne planifie pas à l'avance, mais au début, on jouait surtout dans la région de Montréal, mais à un moment donné, on était invités. On allait jouer à Toronto, à Edmonton, Calgary, à New York. Fait que là, comme ça, avec le groupe Héritage, pendant 6 à 8 ans, on a voyagé beaucoup. On a fait toute l'Amérique au complet. Fait que là, j'ai pris beaucoup d'expérience aussi. On a fait de la télévision, j'ai accompagné des compagnies de danse. Fait que là, j'ai appris le métier de musicien, mais en le faisant. Fait que ça, c'était aussi une belle aventure. Puis par la suite, ben j'ai décidé de revenir à Montmagny, m'établir à Montmagny vers 1988, à peu près dans ces années-là. Puis là, c'est là qu'on a eu l'idée de démarrer le Carrefour mondial de l'accordéon, parce que les gens du milieu voulaient faire un développement touristique. Fait que là, on s'était dit, ben nous autres, on aurait une bonne idée parce que j'avais participé à beaucoup de festivals partout à travers le Canada puis les États-Unis. Fait que on a dit, ben on pourrait démarrer un festival de musique, mais axé sur l'accordéon, autour de l'accordéon. Puis pas juste au niveau de l'accordéon traditionnel, c'est d'amener tous les différents types d'accordéon, que ce soit l'accordéon piano, chromatique, bandoneon. Donc, justement, ça, c'est pas le diatonique. Ça, c'est un clavier chromatique. Fait que pour démontrer la richesse de cet instrument-là, puis en même temps, l'objectif, c'était de positionner la musique traditionnelle du Québec sur la même scène, avec les mêmes conditions, qu'un grand artiste qui interprète du musette ou du jazz ou du pop. Peut-être pour enlever l'idée des gens que l'accordéon, c'était juste pour dans les maisons, pour les parties de jour de l'an? C'était pas vraiment le thème. Non. Souvent, les gens me disent ça, puis moi, je leur dis, ben moi, nous autres, chez nous, c'est le jour de l'an, puis le Noël à toutes les semaines, là, parce qu'on ne jouait pas juste à Noël pour le jour de l'an. C'était surtout pour donner des lettres de noblesse à ce répertoire-là, puis ce type d'accordéon-là. Bon, c'est les petits accordéons diatoniques, 10 touches. Dans l'histoire de l'accordéon, c'est les premiers modèles qui ont été développés. Par la suite, l'accordéon a été perfectionné. Fait que c'était pour démontrer ça aussi, l'évolution de l'accordéon dans le monde et dans le temps. C'est un accordéon, l'accordéon diatonique, si je ne me trompe pas, qui se transportait plus facilement. Est-ce que c'est lui qu'on retrouvait sur les bateaux que les marins ont amenés par ici, justement? Ça, c'est les concertinas, surtout. Les concertinas, oui. OK. Ça venait d'Angleterre. Oui. La concertina voyageait beaucoup. Mais l'accordéon diatonique, c'est que c'était des instruments qui étaient pas chers. Au début du siècle dernier, tu pouvais te commander, il y avait des catalogues Sears, tu pouvais te commander un accordéon parce qu'il n'y avait pas de magazine de musique à cette époque-là. Mais ça coûtait 2 $2,50 par la poste, l'accordéon arrivait. Puis ça, dans ce temps-là, c'est avant l'électricité, là. Fait qu'imagine quelqu'un qui avait un accordéon et qui réussissait à le maîtriser, là, ça mettait de la vie et de la joie dans une maison. Fait que ça, cet instrument-là était associé beaucoup à la fête. Ça prenait moins de place que le piano aussi. Aussi, également. Puis moins besoin d'entretien. Le coût il était beaucoup moins cher aussi. Là. Justement, vous êtes, au fil du temps, devenu aussi un fabricant d'accordéons. Un facteur, oui, facteur d'accordéon. Ouais. Au début des années 90, avec Sylvain Vézina, ici de Montmagny, on a décidé de fabriquer des accordéons parce que j'avais des besoins, moi, pour un accordéon, plus de concerts. Ça fait que on a développé un modèle. Ça a pris quelques temps. La première année, là, il a fallu travailler fort. Puis pour arriver à un instrument vraiment à mon goût. Puis tout de suite, je suis parti en tournée au Danemark avec un accordéon. Puis déjà, on a eu de la demande.
Fait que moi, je profitais de mes voyages. Je faisais à la fois, j'étais engagé pour aller donner des concerts. Puis en même temps, je leur disais, chez nous, on a un festival d'accordéon. Puis on a également un musée. Puis on a des fabricants d'accordéon. Vous avez été un grand ambassadeur pour Montmagny, pour le Carrefour mondial, pour le Québec, pour le Canada aussi, avec l'accordéon. Là. Oui, mais tu sais, pour moi, c'était vraiment un plaisir. Parce que de faire connaître la richesse, la tradition de chez nous, ça, c'était vraiment... Pour moi, c'était valorisant. Ça me faisait plaisir de le faire. Puis ça m'a permis de rencontrer des gens extraordinaires partout dans plus... Je regardais ça l'autre fois, parce que j'ai un petit peu plus de temps. Là. Je regardais dans mes archives un peu dernièrement, puis j'ai voyagé dans une trentaine de pays. Ça fait que, puis ça, c'est juste grâce à l'accordéon et puis la musique traditionnelle du Québec. Je voulais vous parler beaucoup de tradition, de musique traditionnelle du Québec. Puis je pense que vous avez fait un beau travail d'anthropologie, là, une fouille pour ressortir les pièces, justement, pour remettre de l'avant beaucoup les gens qui vous ont appris l'accordéon, mais les gens dans la région ici immédiate et même un peu plus large. Là. Bon, oui, il y a le répertoire. Puis aussi, pendant quelques années, je me suis intéressé énormément aussi. J'étais en contact avec des collectionneurs de disques, 78 tours. Mm-hmm. Puis ça, c'est une race à part. Hein. Ces gens-là, c'est vraiment des collectionneurs de disques. Exemple, la compagnie Victor, la série 263 000 en 78 tours, là, les anciens qui tournaient, puis c'était des disques fragiles, là, cassants. Oui, mais c'est presque en verre, c'est très, très épais. Oui, c'est ça. Puis c'est ça, j'ai rencontré des collectionneurs, Gabriel Labbé à Montréal, puis il y avait un M. Vaillancourt qui habitait à Laval aussi, puis lui, c'était vraiment un phénomène parce que quelqu'un nous avait donné son contact. Là, on a communiqué avec lui, puis avec Marc Benoît, un musicien qui est un contrebassiste avec qui on travaillait dans le temps. Et on est allé le rencontrer. Puis là, ce monsieur-là, c'était un monsieur très sérieux. Puis là, il nous a fait descendre dans son sous-sol, puis c'était tout bien fini. Puis il y avait un beau gramophone dans le coin. Puis là, on jase. Puis là, moi, je disais, j'ai un intérêt pour la musique traditionnelle du Québec. Alfred Montmarquette, Joe Bouchard. Puis là, il nous laissait parler. Puis là, à un moment donné, il dit, regardez, venez avec moi, je vais vous montrer quelque chose. Puis là, il nous a emmenés dans une grande pièce. Puis la porte était fermée, il ouvre la porte, il ouvre la lumière. Puis c'était tous des disques, 78 tours. Mais il y en avait, là, les murs étaient pleins. Tout le tour, tu sais, du plancher aller jusqu'au plafond. Puis il dit, ma collection, il dit, elle est pas mal complète. Il dit, au niveau de la chanson française, il dit, j'ai tout. Et puis il dit, en musique traditionnelle, il dit, j'en ai beaucoup, mais effectivement, il y avait une collection énorme. Puis lui, là, j'ai dit, est-ce que ça vous dérangerait qu'on viendrait pour les enregistrer? J'aimerais ça avoir ces pièces-là. Il dit, ça va me faire plaisir, parce qu'il dit, je ne les ai jamais écoutées. Lui, tout ce qu'il savait, c'est les numéros. Puis à partir du numéro 1, aller jusqu'au dernier, ils avaient tout. Puis s'il y avait un trou, il travaillait à fond pour le remplir. Mais c'est ça. Comme les cartes de hockey. Effectivement, oui, c'est un collectionneur de disques. Lui, c'était pas un mélomane. Puis là, effectivement, là, pendant des soirées de temps, on allait chez eux, puis on enregistrait. Puis il était très généreux avec nous autres. C'est ça qui est fun, parce que dans ces années-là, bien, si on voit le film de la Bolduc nous le raconte un peu, c'est que les gens pouvaient aller enregistrer les disques eux-mêmes. Donc, il y a des collections extraordinaires à avoir à ce niveau-là, même de gens qui ne sont pas devenus aussi connus que la Bolduc, là, mais il y a une trace, il y a un patrimoine là-dessus qu'on peut aller chercher facilement. Oui. Effectivement, là, il y a plusieurs grandes vedettes du disque au niveau de l'accordéon. Donna Lafleur, Joe Guillemette qui était à Rimouski. Puis ces gens-là, ils n'ont pas fait beaucoup de disques. Théodore Duguay, il y a seulement que deux disques qui sont restés. Parce que la compagnie, comme pas, avait passé au feu, je pense. Mais il y en a des tonnes de musiciens. Puis ça, c'est un répertoire qui était pratiquement perdu. Puis, tu sais, des fois, il y a des modes là-dedans. Fait que là, les gens réapprennent toujours les mêmes pièces. Fait que là, ça, c'est un travail que Philippe Bruno avait fait au début. Là. Fait que là, on comprenait des airs qui étaient plus joués, qui étaient perdus. Fait que ça aussi, c'était important. Puis on l'a fait avec plaisir. Merci beaucoup, M. Ouellette. Quand on parle de maître de tradition vivante, ben voilà. Vous avez un don pour la passation et ça nous fait plaisir de pouvoir avoir encore ces informations-là et de vous avoir avec nous encore aussi parce que, il ne faut pas se le cacher, vous êtes un monument pour nous. Vous avez été hommagé un peu partout. Malheureusement, on dit souvent, nul n'est prophète dans son pays. Il faut prendre conscience que cet homme-là a vraiment fait beaucoup pour l'accordéon et pour la région. Merci, M. Ouellette. Je me suis amusé beaucoup également. Oui, hein? On le sent. Ça fait plaisir à voir. Danielle Henkel a été conférencière pour la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny ce printemps. Michel l'a rencontrée du côté d'Espace Citoyen. On écoute ça dans un instant à CMA TV en vacances. Votre Canadien Tire Montmagny vous offre un inventaire complet pour votre magasinage.
De plus, retrouvez un immense choix de produits pour votre animal de compagnie. Votre Canadien Tire à Montmagny, la place par excellence pour magasiner à Montmagny. Êtes-vous Promutuelle Assurance? 418-248-7940. La 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 la! C'est quoi? Plus de c'est là! Les insectes commencent à se réveiller. Il y a des déchets partout par terre. C'est merveilleux! Fringues et Futé, la destination incontournable pour découvrir nos designers québécois. Plus de 50 marques en boutique. fringuesfuté.com. Au Canada, entre avril et novembre, l'hirondelle rustique fait son nid sur des constructions humaines. L'hiver, les hirondelles migrent vers le sud et l'Amérique centrale. Elles reviennent chaque année faire leur nid, souvent au même endroit. Les hirondelles rustiques cherchent les parcs et les champs pour se nourrir, mais les pesticides, les changements climatiques et d'autres facteurs menacent leur survie. Aidez-les en leur fournissant des sites de nidification et en jardinant sans pesticides. Et ce n'est qu'un début. Pour en savoir plus sur l'hirondelle rustique, visitez ffdp.ca. Vous n'êtes pas là pour en voir tous les bienfaits, mais votre don fait du bien. Centraide aide 225 organismes. Vous regardez CEMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. J'ai le plaisir aujourd'hui, cette dame nous a fait l'honneur d'être conférencière pour le dîner économique de la Chambre de commerce et de la MRC de Montmagny. Madame Danielle Henkel, bonjour. Bonjour, Monsieur Montmagny. Merci beaucoup de nous accorder cette entrevue, on l'apprécie. Madame Henkel, j'ai eu le plaisir d'assister à votre conférence qui, le titre de la conférence était « Entrepreneuriat humain ». Normalement, on trouve un autre mot. Il y a beaucoup de qualificatifs qu'on donne à entrepreneuriat. Pourquoi vous avez choisi humain? Parce que d'abord et avant tout, une entreprise, c'est un humain. Ce sont des humains. On est encore loin de la robotisation, quand même. Donc, lorsqu'on fait affaire, on fait affaire avec d'autres humains. On interagit avec des humains. On réfléchit, on négocie, on achète, on vend, on reprend à des humains. Et donc, pour moi, ne pas parler d'entrepreneuriat humain, ce serait une très, très, très grande erreur. Parce que, en fin de compte, si je reviens à la pandémie, je pense qu'elle nous a enseigné certaines choses, entre autres toutes les failles qu'on a pu trouver dans plusieurs systèmes. Mais la faille la plus importante, c'est qu'on a omis pendant des années de s'occuper de nous, de prendre conscience de l'importance de la famille, de l'amitié, mais aussi de nos employés, de nous en tant qu'entrepreneurs. On a besoin de quoi, on veut quoi. Donc pour moi, il est important qu'on revienne à la base parce que c'est à travers l'humain qu'on va continuer de bâtir et pas autrement. Est-ce que c'est le positif? Parce qu'il n'y a pas que du positif dans la pandémie. Est-ce que c'est ce qu'on doit retenir de positif? Ce qu'on doit retenir surtout, c'est qu'il ne faut pas porter des lunettes roses. Et c'est malheureusement ce qu'on fait un peu trop souvent. Hein? On met un peu la tête, comme je dis, comme une autruche. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas vraiment toujours envie de faire face aux défis. Quelquefois parce que quelqu'un d'autre va s'en occuper, ou peut-être parce que ça va passer tout seul, ou peut-être parce que c'est peut-être trop gros pour moi. Mais en réalité, c'est ni trop gros, ni ça va passer, ni il faut l'ignorer. Lorsqu'un défi se présente, pourquoi je les appelle des défis et non pas des problèmes? Le mot problème, j'essaye de l'éviter complètement de mon langage. Parce que problème veut dire, tout de suite, on a une peur qui monte et on se dit « aïe, aïe, aïe ».
alors que le mot défi m'oblige à me mettre en mode solution. Un défi, c'est une solution. C'est automatique. Alors, est-ce que l'être humain doit se rendre compte que l'adversité, c'est le revers, l'adversité, on va la vivre tout le temps. Je veux dire, c'est ça l'évolution d'un être humain, qu'on soit entrepreneur ou pas, là. L'adversité, c'est vivre des moments difficiles. Alors, comment on attaque cette adversité? Comment on lui fait face? C'est beaucoup la façon dont vous allez vous comporter. Si ça réussit ou si c'est un échec, c'est pas le défi, c'est pas cette adversité-là, c'est comment j'y réponds. Avec quelle façon j'y réponds. Donc ça n'a rien à voir avec les lunettes roses ou le positivisme. C'est moi en tant qu'être humain, moi en tant qu'entrepreneur, moi en tant que gestionnaire, est-ce que je suis capable d'y faire face? Certainement. Pose-toi, regarde quelles sont tes ressources humaines et autres, et vas-y. Fais ce qu'il faut. Et dans le faire ce qu'il faut, vous avez mentionné communauté, vous avez qu'il y a d'aller chercher les gens qui peuvent nous aider à régler le problème ou le défi, parce que j'ai de la difficulté à voir que le problème, le défi, parce que souvent on dit... Problème, on parle que des problèmes. Un problème. Oui, on dit, on a encore un problème. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas, écoute, on fait face à un défi? Est-ce qu'on peut, déjà là, c'est moins grave, même dans la prononciation de ce qu'on fait. Psychologiquement, un problème, c'est toujours inquiétant. Puis quand vous avez des employés, quand vous avez des gens qui n'ont peut-être pas vos ressources, qui n'ont peut-être pas votre expérience, qui n'ont peut-être pas la chance d'être passés déjà par différents défis, vous, en tant que leader, vous avez le devoir et la responsabilité de dire aux autres, j'ai déjà vu, inquiétez-vous pas, tant qu'on est ensemble, tant qu'on s'est demandé de l'aide, tant qu'on a une communauté, tant qu'on a des ressources humaines et autres, on va passer au travers. C'est votre rôle. C'est pas d'appeler ça des problèmes et puis de commencer à chialer. Est-ce que l'humain n'est pas trop porté, justement, s'apitoyer sur son sort? Mais oui. C'est ce que je dois comprendre. C'est ce que je refuse de faire. C'est ce que je refuse de vouloir voir. On ne peut pas s'apitoyer sur notre sort. Si on fait ça, regardez, combien aujourd'hui, malheureusement, de personnes vivent des différents défis parce que, malheureusement, on nous a appris à dire, le gouvernement va s'occuper de moi. Ah, il va me donner mon chèque de 500$. Ah, non mais, sérieux. Ah non, je vais attendre que cet organisme-là s'occupe de moi. Non, il n'y a personne qui va s'occuper de toi. Tu peux demander de l'aide aux bons endroits mais toi, d'abord, tu fais quoi pour te sortir de là? Il faut que tu veuilles le faire. Il n'y a personne qui peut faire pour quelqu'un ce que nous, on n'est pas prêt à faire pour soi. On appelle ça le respect de sa propre personne. Et aussi le respect des gens que l'on aime et qui nous entourent et qui, des fois, ne savent pas quoi faire pour nous aider. Donc, communiquer entre nous, avoir un peu de bienveillance. C'est juste d'être préparé à affronter les choses, savoir qu'on n'est pas seul. C'est juste ça que ça prend. Pas seul. Pas seul. Est-ce que c'est ça qui fait la différence entre un entrepreneur qui réussit et un entrepreneur qui va avoir plus de difficultés ou ne pas passer au travail? Un entrepreneur, un gestionnaire, une gestionnaire, une entrepreneur, peu important, c'est les personnes qui vont être capables de regarder en face les défis, de savoir comment gérer leurs émotions, puis de faire tout de suite l'analyse et l'inventaire de toutes les ressources qu'on a. Est-ce que c'est tel employé, tel gestionnaire, telle organisation, telle banque, je ne le sais pas. Fais l'inventaire de ce que tu as déjà, ce qu'on a déjà. On a déjà des acquis. Et comment je peux faire mieux avec ces acquis-là? Pourquoi est-ce que je me mets à vouloir aller chercher ailleurs, à essayer de m'inventer des choses alors que j'ai déjà des acquis? Faisons mieux avec ce qu'on a. Ce sont ceux-là qui vont réussir, Monsieur Montmigny. Ce sont ceux-là qui vont trouver toujours des solutions, peu importe le défi, parce qu'ils ont compris que c'est avec les ressources qu'on a déjà qu'on peut faire mieux. Je voudrais parler de vous un petit peu. Qu'est-ce qui vous a amené à être conférencière? Parce que vous avez de l'expérience, vous avez été en affaires, vous avez été d'ailleurs reconnu à travers le pays. Mais le monde, à l'international aussi, je donne des conférences partout dans le monde, oui. Qu'est-ce qui vous a amené à faire des conférences? Qu'est-ce qui m'a emmené? Oui. Faire vivre votre expérience? C'est le partage. Faire profiter de votre expérience? Le partage, oui, tout à fait. Vous savez, quand on a commencé à me demander de donner des conférences,
Au début, je me suis dit, est-ce que c'est ça que je veux faire? Et puis, pourquoi est-ce que je le ferais? Vous savez, c'est important quand on décide de faire quelque chose, en entrepreneuriat, dans un projet, posons-nous les questions. Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que ça fait partie de là où je vais avoir du plaisir? Alors, moi, j'ai accepté à partir du moment où j'ai commencé à voir que les gens que je côtoyais, que les personnes que je touchais avaient un changement positif autant dans leurs entreprises que dans leur propre vie. Donc, je me suis dit, à quelque part, j'aime le mot, impact. J'ai un impact positif sur les gens, sur la société, sur la communauté, tant et aussi longtemps qu'on va avoir envie de m'entendre ou de comprendre quels sont les outils que j'utilise pour faire face à telle ou telle chose, je vais répondre présent tant que j'en ai la force et la santé. Voilà. Donc, je pense que chacun d'entre nous, je m'excuse, on a quelque chose à partager. Osons le faire. À grande échelle, à moyenne échelle, à petite échelle, c'est pas important. Faisons-le. On a toujours quelque chose à transmettre à quelqu'un. Est-ce que votre passage au Dragon a été pour vous une belle expérience, justement, oui, dans ce que vous dites absolument. actuellement, de découvrir des entrepreneurs? Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience-là? La plus belle expérience que j'ai eue avec les Dragons, ça a été de me rendre compte à quel point cette émission-là, surtout au début où c'était très complexe parce que les gens ne comprenaient pas, puis on n'avait pas tous et toutes encore une bonne image de l'entrepreneuriat ou de l'entrepreneur. C'est des voleurs, ils ne savent pas, c'est si, peu importe, j'ai entendu toutes sortes de choses. Ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'on s'est rendu compte que, une entrepreneur, c'est autre chose que ça. Dans tout, il y a du bon et du moins bon. Il y a des professionnels, des dentistes, des médecins, de ci, de ça, qui te disent bon, pas bon. Même chose dans l'entrepreneuriat, mais on ne met pas tout dans la même marmite. Mais ce que j'ai découvert surtout, et ce qui, moi, m'a parlé, c'est que vous savez, lorsque nous sommes entrepreneurs dans un secteur d'activité ou dans une région, on se préoccupe rarement de savoir ce qui se passe à Montmagny ou de savoir ce qui se passe à Trois-Rivières ou de savoir ce qui se passe à La Tuque ou à Alma, peu importe. Je veux dire, c'est tout juste si on sait ce que notre industrie on fait. Est porté à, mais bien sûr, mon nombril, son propre nombril, oui. Mais oui. Et là, ça m'a permis de vouloir, faut vouloir. J'ai découvert des entrepreneurs et des entrepreneurs de toute génération, de toutes les régions du Québec. Et je me suis dit, waouh, mais c'est fabuleux. Mais comment ça se fait qu'on ne sait pas tout ça? Comment ça se fait qu'on ne sait pas que nos entrepreneurs portent des fois des régions au complet? Puis on n'en parle pas, on ne les reconnaît pas. Et donc, lorsque j'ai démissionné des Dragons, j'ai parti ma chaîne à moi qui s'appelle enkelmedia.com. Pourquoi? C'est pas du tout un diffuseur comme les autres. C'est une chaîne qui s'est vouée à mettre en évidence la notoriété et le positionnement de nos entrepreneurs et de nos gestionnaires et de nos organisations qui font des choses incroyables avec les entrepreneurs, mais qu'on ne connaît pas ou qu'on ne reconnaît pas. Est-ce que cette émission-là, qui d'ailleurs revient à l'antenne là, dans quelques semaines, est-ce que cette émission-là a contribué à faire mieux connaître l'entrepreneuriat et les difficultés qu'on peut rencontrer à démarrer une entreprise, qu'on a besoin, vous parliez tout à l'heure d'avoir besoin des autres. Oui. Est-ce que les Dragons, c'est pas un peu tout ça, tout ce que vous avez mentionné tout à l'heure? Les Dragons nous ont fait découvrir l'entrepreneuriat, mais malheureusement, je dirais, trop le volet végétarien. Le succès, la réussite, les difficultés, oui, moi je veux parler de tous les échecs que peuvent vivre ces entrepreneurs à un moment donné de leur vie entrepreneuriale, qui ont fait et qui font que ces entrepreneurs ou ces entrepreneurs passent à une autre étape. C'est grâce à ça. On doit parler plus de nos échecs parce que ça fait partie de la vie. C'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on va chercher des outils. C'est pas parce qu'on réussit. Ça veut dire d'abord quoi, la réussite? Pour qui? Pour moi, c'est autre chose. Pour vous, c'est quelque chose d'autre. Donc, c'est pas important, la réussite. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que cette entreprise-là contribue? Quel est l'impact qu'elle a dans la communauté, dans la société? C'est ça qui m'intéresse. Madame Henkel,
Malheureusement, on ne vous voit plus au Dragon. Non. Mais heureusement, on vous voit conférencière, surtout à Montmagny. L'avenir, pour vous? Continuer de prôner Henkel Media, mais continuer aussi de porter le message de mes entrepreneurs, de nos gestionnaires et de notre belle province. Vraiment. Est-ce qu'il y a des livres qui s'en viennent? Parce que vous êtes auteur aussi. Peut-être. J'ai écrit 3 livres, donc peut-être. C'est beaucoup, l'écriture d'un livre. Il faut vraiment que ça soit dans la réflexion. Pourquoi pas? N'oublions pas que je viens de vivre un petit drame quand même. Mon conjoint est en partie, donc je vais essayer de reprendre le contrôle sur la vie qui est différente maintenant. Madame, ce que j'ai retenu de cette entrevue-là, c'est l'enthousiasme. Vos yeux brillent quand vous parlez d'entrepreneuriat. Ah oui. Je suis vraiment en amour avec ces personnes-là parce qu'elles sont courageuses et elles sont volontaires. Et elles créent de la richesse. Madame Danielle Henkel, merci de l'honneur que vous nous avez fait de nous visiter à Montmagny, puis on espère que vous reviendrez bientôt. Absolument. Merci, monsieur, merci pour beaucoup. Ce beau partage. Merci à vous. Danielle Henkel, qui nous faisait le plaisir d'être conférencière au dîner économique de la Chambre de commerce et de la MRC de Montmagny. Voilà, ça complète. On s'arrête. C'est Ma TV est en vacances et on vous propose une foule d'entrevues réalisées un peu plus tôt cette année. Dans quelques instants, un artiste, le danseur Lazy Legs. Un tout nouveau service de balade en triporteur électrique est offert à Montmagny. Les personnes âgées de 55 ans et plus peuvent profiter gratuitement de cette nouvelle activité qui leur permet une promenade sécuritaire dans les parcs et les plus beaux espaces publics de la ville. Le service est disponible du lundi au vendredi jusqu'au 18 août. Pour en savoir plus et pour réserver une balade, visitez leville.montmagny.qc.ca/triporteur. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CMA TV dans la présentation de la Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes, des gâteaux personnalisés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, des charcuteries et des fromages, des poissons frais à tous les jours, des produits locaux, sans oublier le comptoir Yuzu Sushi Express et les nouvelles caisses libre-service. Un large inventaire de bières de microbrasserie, une fraîcheur garantie à chacune de vos visites. Venez vivre la différence. Achetez local à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Chez Matériaux Blanchette à Saint-Pamphile, nous sommes à la recherche actuellement d'un mécanicien industriel avec plusieurs horaires. On vous invite à trouver votre place dans une entreprise durable qu'est Matériaux Blanchette. Avec ou sans CV, on veut vous parler. Alors, vous pouvez nous contacter au 418-356-3344 au poste 543 ou encore faire parvenir votre CV à rh.pamphile@matériauxblanchette.ca. Mécanicien industriel avec plusieurs horaires, c'est ce qu'on recherche chez Matériaux Blanchette à Saint-Pamphile. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations de services innovants qui répondent en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de vous afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qu'il y a de plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire adapté pour votre plus grand confort, grand stationnement et facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité.
Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Bonne journée, mon grand. Je m'appelle Jacob, j'ai 6 ans et j'ai une amputation à la jambe gauche. Salut! Aujourd'hui, c'est une journée spéciale parce que je vais faire une présentation devant mes nouveaux camarades de classe. Ça, c'est ma jambe de natation. Ma prothèse de natation, c'est les amputés de guerre qui me l'ont donnée. Merci de votre appui. L'épaulard, ou l'orque, se retrouve dans tous les océans bordant le Canada. Cet animal intelligent se situe au sommet de la chaîne alimentaire. Étant déjà une espèce en péril, les épaulards sont menacés par les toxines présentes dans leur alimentation. Nous devons garder nos océans propres afin d'assurer l'avenir de l'épaulard. Pour en savoir davantage sur l'épaulard et sur les façons dont vous pouvez le protéger, visitez le ffdp.ca. Vous regardez C'est ma TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Alors, on reçoit aujourd'hui Luca Patuelli, que vous connaissez sous le surnom de Lazy Legs. C'est son surnom de B-Boy. Et il sera de passage le 5 février prochain à la salle Edwin Bélanger à Montmagny. C'est un plaisir de pouvoir le recevoir. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, vous? Ça va très bien, merci. Vous me disiez que vous étiez fort occupé ces temps-ci, qu'il se passe bien des choses. Oui, maintenant que le monde se rouvre officiellement, Ill Abilities, ma troupe internationale, on commence à avoir des grandes tournées internationales, puis je viens juste de retourner à Washington, D.C., mais à la fin février, je pars au Japon, puis en ce moment, entre les grands voyages, je reste à Québec pour faire des autres spectacles aussi, alors j'ai vraiment hâte. Donc, on peut dire que c'est une répétition que vous venez faire à Montmagny? C'est pas une répétition, en effet, ça va être une première parce que je me donne le but de performer une nouveau solo. Que je vais me donner un défi de faire des nouvelles choses sur une scène que j'ai pas encore fait en public, puis j'ai vraiment hâte de ça. Et ça, je voulais vous demander, à quoi on peut s'attendre lors du spectacle? Parce que, bon, c'est du hip-hop, on ne sait pas nécessairement chorégraphié habituellement, ou il y en a de plus en plus chorégraphié. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas du tout ce style de danse-là, à quoi on peut s'attendre? Alors, mon spectacle, le 5 février, ça va être une hybride de une conférence motivationnelle avec un spectacle de danse. Puis pendant cette soirée-là, je vais partager mon histoire, mais je serai accompagné avec mon DJ, puis 3 autres danseurs. Puis on va faire plusieurs performances ensemble, mais moi aussi, je vais présenter 3 nouveaux solos. En effet, je vais me donner le défi à faire un solo en fauteuil roulant. Puis, j'ai fait une autre solo en claquette. J'ai créé des béquilles spéciales pour faire la claquette avec mes béquilles. Puis après, je vais aussi présenter une version plus longue de ce que j'ai présenté à Révolution en 2021. Alors, un nouveau solo un peu plus contemporain. Alors, pour un mélange de tout. Comme ma conférence, ça va être mélangé entre chaque danse. Parce que pour ceux et celles qui ne vous connaissaient pas avant Révolution, vous avez pris un peu, vous avez connu un peu plus le grand public, ou le grand public vous reconnaît davantage depuis votre passage. Pour ceux et celles qui n'ont pas vu Révolution, qui ne vous connaissent pas, qui apprécient la danse, est-ce que vous pourriez vous présenter un peu? Oui, définitivement. Moi, je m'appelle Luca. Je suis aussi connu comme Lazy Legs. Je suis une danseur professionnel. Ça fait une vingtaine d'années que je danse professionnellement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'utilise des béquilles pour marcher. En effet, je suis né avec un handicap qui s'appelle l'arthrose. C'est une condition qui affecte les os, les articulations et les muscles du corps. Et à cause de ça, j'ai toujours utilisé des béquilles pour me déplacer jour à jour. Mais je danse également avec mes béquilles. Alors, mon style de danse, c'est en utilisant la force de mes bras puis mes béquilles comme une extension de mes bras. Et de quelle façon est-ce que le hip-hop est venu dans votre vie? Moi, j'ai été introduit avec le hip-hop. J'avais comme 15 ans. Puis, je l'avais vu pour la première fois et je suis tombé en amour avec la danse, avec la culture, la communauté. Puis, le défi de créer des mouvements qui sont uniques
à chacun de nous. Parce qu'avec le break, qui est spécifiquement un style de danse de hip-hop, l'individualité et ton style, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Tu veux pas être comme les autres danseurs. Alors, comme vous avez mentionné dans le début de notre conversation, la danse hip-hop, c'est beaucoup d'improvisation. Oui, il y a la chorégraphie maintenant, plus en plus, mais la vraie base de hip-hop, ça vient du freestyle. Puis, j'ai beaucoup aimé l'idée de créer des mouvements que c'était vraiment unique à moi. Quand on lit votre biographie sur votre site Internet, on lit en premier « Adapter, rester positif et apprendre à faire les choses à votre façon ». C'est votre leitmotiv? Oui, et c'était toujours comme ça depuis que j'étais jeune. Chaque fois j'ai eu l'opportunité de participer dans une activité, j'ai toujours dû m'adapter. Puis j'ai toujours essayé de rester positif, même quand il y avait des moments très difficiles. Mais j'ai réalisé en restant positif, c'était plus facile à sortir des moments difficiles. Vous avez tout à fait raison. On a eu des moments difficiles pour tout un chacun dans les 2 dernières années. Avec les pandémies, les gens ont dû s'adapter, justement. Ça n'a pas été nécessairement facile pour tout le monde. Alors, peut-être que cette conférence vous aidera, cette conférence de motivation vous aidera à passer à travers ces moments-là, à bénéficier du même coup d'un danseur et d'une équipe de danseurs absolument exceptionnels qui seront de passage le 5 février. C'est un dimanche à 16h à la salle Edwin Bélanger pour rencontrer Luca Patuelli. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Puis on vous voit sur la scène. On se voit le 5 février. Merci. Au revoir, à la prochaine. Au revoir. Peace. Il y a eu plusieurs sujets chauds tout au long du printemps. D'ailleurs, le maire de Sainte-Euphémie, Gilles Giroux, a accepté de parler avec Michel Momigny. Je suis en compagnie de M. Gilles Giroux, qui est maire de Sainte-Euphémie de la Rivière-du-Sud. M. Giroux, bonjour. Bonjour, M. Monnier. Monsieur Giroux, dans le Journal de Québec, l'édition du mardi 11 avril, on apprend que la municipalité de Sainte-Euphémie de la Rivière-du-Sud, où les citoyens ont à subir une hausse du compte de taxes municipales de 35 expliquez-nous, 35 c'est pas rien, là. Expliquez-nous qu'est-ce qui justifie une hausse, une si forte hausse du taux de taxation de la municipalité. Bon. En passant, je vous dis tout de suite, c'est que le conseil municipal n'a pas fait ça de gaieté de cœur. On est obligé de le faire. Je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il en est. Un des gros montants qui a affecté cette année, l'an passé, notre budget municipal était de 800 000 $. Cette année, il a passé à 954 000 $. Les raisons de ça, c'est pas très complexe. C'est qu'il y a un montant qu'on utilisait auparavant de l'aide à la voirie locale avec le gouvernement, le ministère des Transports, qu'on pouvait utiliser un petit peu l'enveloppe complète pour faire les travaux d'hiver. Et puis, cette année, depuis l'an passé, finalement, qui a affecté cette année, cette enveloppe-là, on peut utiliser seulement le tiers pour faire le déneigement l'hiver ou l'entretien des routes l'hiver. Donc, cette année, cette nouvelle disposition-là du ministère des Transports, ça nous enlève 65 000 $ qu'on pouvait utiliser autrefois pour faire le déneigement et l'entretien d'hiver des routes. Donc, ça, c'est une partie du problème. Après ça, on a eu différentes augmentations au niveau de l'enlèvement des déchets domestiques avec la MRC de Bellechasse. Ça a augmenté de 5 000 $. Nos quotes-parts à la MRC de Montmagny ont augmenté, elles, de 12 865 $. On a eu aussi une augmentation de notre contrat de déneigement. Il faut lui retourner en soumission. Donc, ça a augmenté par rapport à l'an passé, 28 000 $ de plus pour le contrat de déneigement cet hiver. Après ça, notre service d'incendie, il faut qu'il renouvelle des équipements absolument indispensables. Les radios, cette année, on a une facture de plus que le budget normal de 15 000 $. Les services comptables de la municipalité, plus 4 000 $. Les assurances municipales, plus 4 000 $. Et puis, cette année, les astres sont alignés tout en même temps. Notre directrice générale, elle devait prendre sa retraite l'an passé. Elle nous a extensionné une autre année, mais là, cette année, il faut qu'elle prenne sa retraite. Donc, il faut payer temporairement pour 2 personnes en même temps pour ce qui est au bureau municipal, la direction générale. Donc, on se retrouve avec une facture de 154 000 $ de plus que l'an passé. Monsieur Giroux, vous êtes entouré là, de petites municipalités comme la vôtre. Là.
Est-ce que juste Sainte-Euphémie qui vit cette situation-là ou les municipalités environnantes vivent toutes cette même situation ou c'est juste Sainte-Euphémie qui vit ça? Non, c'est pas juste Sainte-Euphémie. Les autres municipalités le vivent, mais à différents niveaux. Nous, on a plusieurs routes intermunicipales, donc nous, ça nous affecte beaucoup. Entre Saint-Paul et Notre-Dame-du-Rosaire, ces routes-là, il y a de l'entretien municipal beaucoup. Pas Notre-Dame-du-Rosaire, mais entre Sainte-Euphémie, Saint-Paul et Sainte-Euphémie et Armagh, c'est des routes municipales, donc nous, ça nous affecte beaucoup. Les autres municipalités comme Notre-Dame-du-Rosaire, la 281 passe dans le village, donc il y a moins de routes intermunicipales et puis ça dépend des autres municipalités aussi. Et puis, c'est pas toutes les municipalités qui ont remplacé le directeur général comme nous en même temps aussi, donc les autres montants, comme je mentionnais, contrat de déneigement, avec le coût du diesel, et ainsi de suite, le coût de la main-d'œuvre, ça a augmenté un peu partout, c'est sûr. C'est reçu comment de la part des citoyens? Bien, je vous dirais que la majorité des citoyens, il n'y a personne qui est content d'avoir une augmentation de taxes. C'est la même chose au niveau du conseil municipal, mais je vous dirais que les gens ont pas mal pris ça dans la majorité des gens, les résidents. Ceux qui se plaignent le plus, c'est les gens qui sont à l'extérieur, bien souvent, qui viennent parce que les autres, il y en a qui ont des propriétés dans d'autres municipalités, puis ça n'a pas autant augmenté dans d'autres municipalités. Donc, c'est ceux-là qui se plaignent le plus présentement. Vous voyez l'avenir comment à Sainte-Euphémie? Parce que là, si les coûts continuent à augmenter comme ça, les citoyens font face à encore une augmentation, une forte augmentation pour l'an prochain. Est-ce que vous avez un plan triennal? Est-ce que le budget est fait pour les 2-3 prochaines années? Est-ce que vous voyez le soleil se lever à quelque part? Je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé autrefois avec Sainte-Euphémie. C'est qu'il y a eu des diminutions de taxes 3 années d'affilée dans les années 2014 à la 2016-17. Donc, il y a eu des diminutions de taxes et puis il y a eu des diminutions trop drastiques de taxes finalement. Donc, présentement, quand moi je suis rentré en poste en 2019, on a été obligé d'augmenter le taux de taxation parce qu'on n'avait plus aucune marge de manœuvre. Et puis, on a augmenté en 2019 le taux de taxation au niveau plus bas qu'il était en 2014, autrefois. Donc, ça, les gens il y a plusieurs qui ne se rappellent pas de ça, mais c'est une réalité, là. Donc, depuis 2019 à aller jusqu'en 2022, on a augmenté le taux de taxation avec le coût de la vie à peu près à 2 quelque chose comme ça. Donc, mais cette année, ben, c'est quelque chose qui est assez exceptionnel, c'est que le ministère des Transports a décidé de changer les règles pour ce qui est de cette subvention-là à l'aide à la voirie locale. Donc, nous, ça nous a affecté particulièrement. Et puis, les autres montants que je vous ai dit. Pour ce qui est de l'aide à la voirie locale, présentement, on travaille avec notre député, M. Rivet. Et puis, lui, il a bon espoir que le ministère des Transports va changer les règles, les remettre comme il était auparavant. Et puis, il nous a donné une réponse probablement d'ici à 2 semaines qu'on allait avoir une réponse là-dessus. Si les règles pour ce qui est des autres coûts, pour ce qui est du remplacement de notre directrice, ben, l'an prochain, on ne devrait pas avoir à payer 2 directrices. Donc, les taxes devraient revenir après ça avec une augmentation normale, avec le coût de la vie, j'imagine. C'est combien de payeurs de taxes, M. Giroux? Il y a 325 résidents à peu près, plus les comptes de taxes complets, peut-être aux alentours de 400 quelques comptes de taxes à peu près. Est-ce que vous avez pensé à fusionner à un moment donné, si ça continue? Ben, je vous dirais que dans la MRC de Montmagny, c'est moi qui ai encore initié la démarche cette année pour qu'il y ait des mises en commun de services et peut-être éventuellement de municipalités. Donc, moi, j'ai appelé le ministère des Affaires municipales à Thetford Mines et puis je lui ai mentionné qu'on aurait besoin d'avoir de l'information à ce sujet-là. Et puis, ils sont venus nous faire une présentation au niveau de la MRC de Montmagny au mois de février dernier. Et puis, on a une rencontre qu'on va faire à la fin de ce mois-ci là, au niveau de la MRC pour éventuellement reparler, rebrasser les idées à travers les municipalités, à savoir qui voudrait fusionner des services. Un service qui serait facile à fusionner présentement, c'est les services d'eau potable et d'eau usée. Donc, nous, Sainte-Euphémie, on est prêt à le faire avec d'autres municipalités. Notre-Dame-du-Rosaire nous a indiqué qu'ils seraient intéressés eux aussi. Donc, ça pourrait se faire au niveau du centre, qu'on ait les mêmes opérateurs d'eau potable et d'eau usée, donc dans les prochaines années. Il y a une formation qu'il faut qu'il soit donnée, c'est sûr. Mais après ça, quand c'est fait, puis qu'on peut conserver nos employés assez longtemps, il n'y a pas de problème. La même chose pourrait se faire éventuellement au niveau des incendies aussi. Donc, il y a plusieurs services qui pourraient être pas fusionnés, mais mis en commun comme ça. Et puis, qui pourraient faire une pérennité au point de vue des services comme tels. Je ne vous dis pas qu'on va sauver énormément de sous avec ça. Mais au moins, les services seraient donnés de la même manière à travers les autres municipalités. Mais on parle de fusion de services, pas de fusion de municipalités, là.
Fusion de municipalité, honnêtement, éventuellement, il va peut-être en falloir se rendre là, mais il y a plein de conseils municipaux à l'heure actuelle qui ne sont pas rendus à cette étape-là, c'est certain. Donc, c'est pour ça qu'on a semé la graine, comme je vous le disais, au mois de février dernier. Et puis, depuis ce temps-là, il y a plusieurs maires qui m'ont approché pour dire, ben oui, il va falloir en reparler le plus tôt possible. Et puis, cette rencontre-là, comme je vous le disais, va avoir lieu à la fin du mois au niveau de la MRC. Okay. Et puis, de là, après ça, ben, il va falloir qu'il y ait un cheminement qui se fasse à chaque conseil municipal pour que la décision se prenne au niveau des conseils municipaux. On ne peut pas forcer personne, vous le savez, à l'heure actuelle. Excusez-moi? On ne peut pas forcer personne. Non, mais ce que je comprends, c'est qu'il y aurait de l'intérêt pour certaines municipalités de fusionner, du moins certains services, sinon de fusionner des municipalités. Oui, les gens sont tous au courant à l'heure actuelle avec le coût de la vie qui augmente tout le temps et puis on n'a pas une démographie qui augmente à ce point-là pour qu'il y ait éventuellement plus de payeurs de taxes dans les municipalités. Bien, éventuellement, si on ne fait pas quelque chose, on va avoir de la difficulté à continuer à survivre. En terminant, M. Giroux, est-ce que la population diminue chez vous ou elle augmente? Présentement, on est une des municipalités dans la MRC qui se maintient, même qui a augmenté un petit peu dans les dernières années. La seule municipalité qui nous dépasse vraiment, c'est Berthier-sur-Mer, puis il n'y a aucune compétition, c'est sûr. Ils sont mieux organisés avec la municipalité de Saint-Euphémie, avec le développement qui peut se faire dans ce secteur-là. M. Giroux, on sait que ça n'a pas été facile pour vous à Notre-Dame-du-Rosaire. Ça ne semble pas beaucoup plus facile, mais la situation est très différente à Saint-Euphémie. Est-ce que c'est votre dernier mandat comme maire à Saint-Euphémie? C'est ce que j'ai dit quand j'ai pris ce mandat-là. Et puis, comme vous mentionnez tout à l'heure, il y a eu une pétition pour me revoir aux dernières élections. Donc, c'est pour ça que je suis revenu. Je ne voulais pas revenir pour un deuxième mandat. Et puis, les gens ont fait une pétition, puis je suis revenu. Et puis, c'est sûr que je l'ai mentionné au départ de ce mandat. S'il y avait d'autres personnes qui voulaient prendre le mandat la prochaine fois, que j'allais le laisser sans problème, c'est sûr. Mais s'il n'y a personne qui veut le prendre, ben en tout cas, on verra. Je ne dis pas non, je ne dis pas oui. L'avenir nous le dira. C'est pas facile, la politique municipale. Non, il faut avoir la foi, je peux vous le dire. Merci beaucoup, M. Giroux, d'avoir été avec nous. M. Gilles Giroux, qui est maire de Sainte-Euphémie de la Rivière-du-Sud. Voilà, ça complète. Et c'est ce qui complète l'émission de ce mardi 18 juillet. Demain, ce qu'on vous propose à CMA TV en vacances, une entrevue avec Lucie Lachance, qui est présidente de la Saint-Vincent-de-Paul de Montmagny. Également, Frédéric Poulain, qui nous offre son premier entretien en tant que maire de Saint-Antoine de l'Île-aux-Grues, l'humoriste Guillaume Pinault. Et on vous propose, comme à chaque mercredi, bien sûr, la chronique culturelle. Vous écoutez CMA TV en vacances. Mon nom est Marie-Ève Lamonde et au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une belle journée. Je m'appelle Flavien, je suis ambassadeur de la prudence pour les amputés de guerre. Il y a des dangers partout, surtout à la ferme. Moi, je suis allé jouer trop près d'un gros vacillateur et j'ai perdu mon bras gauche. Avec la prudence, il n'y a pas d'accident. Faites en sorte que ça ne vous arrive pas. Jouez prudemment. Le club de golf Montmagny est un superbe terrain de golf avec son panorama donnant directement sur le majestueux fleuve Saint-Laurent. Son parcours de 18 trous en normale 72 a de quoi donner des maux de tête même aux habitués de ce sport. D'une distance de 6400 verges, le club de golf Montmagny mettra à profit l'ensemble des bâtons dont vous disposez. Vous voulez passer du bon temps dans un décor magnifique? Le club de golf Montmagny. Pour information, 88 248 1872 ou golfmontmagny.org. Perdu dans les rings, au bout de ton sang. Just wonder who the hell you think you are. I never said you could steal my car. Se sentir accompli dans le regard des voisins, pour se rendre compte qu'au fond ça remplit rien. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Soyez bien informés. L'info CMA TV, en bref, vous résume les grands titres de l'information en seulement 2 minutes. Bonjour, ici Marie-Ève Lamonde et voici l'info CMA TV en bref. Nouvelle importante dans le monde politique aujourd'hui.
L'info C'est ma TV en bref. 2 minutes de nouvelles locales, régionales, nationales, internationales et sportives. L'info C'est ma TV en bref. Du lundi au vendredi au cmatv.ca et sur la page Facebook de C'est ma TV. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Service professionnel 88 248 55 95.